On va s'intéresser aujourd'hui à une analyse assez fascinante, une sorte de décryptage du plan psychologique d'une figure mondiale bien connue. L'objectif ici, ce n'est vraiment pas de porter un jugement, non. C'est plutôt de comprendre les schémas qui pourraient expliquer certains comportements. Et d'emblée, l'auteur de la source qu'on étudie pose un cadre très clair. Il le dit haut et fort. Expliquer, ce n'est pas excuser. Tout l'enjeu, c'est d'identifier des motifs récurrents, des schémas, pour essayer d'anticiper la suite. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Toute la méthode de cette analyse repose en fait sur une idée qui est, vous allez voir, à la fois très simple et très puissante. Voilà le concept clé, le fameux plan psychologique. L'idée, c'est que nos expériences d'enfance, surtout les plus marquantes, créent une sorte de matrice, un plan quasi indélébile qui va ensuite prédire notre comportement pour le reste de notre vie. Pour comprendre l'adulte, il faudrait donc, selon cette source, aller creuser dans les fondations posées durant l'enfance. Et pour ce qui est de ces fondations, elles auraient été bâties par deux forces radicalement opposées, mais toutes les deux immensément puissantes. D'un côté, un père omniprésent, l'architecte. De l'autre, une mère qui, elle, a littéralement disparu, le fantôme. Le tableau qui se dessine est vraiment frappant. Ce contraste est saisissant. On a d'un côté Fred Trump, le père, l'architecte, qui enseigne un instinct de tueur, qui exige la domination, qui surveille constamment, et de l'autre, Marianne Trump, la mère, le fantôme. Elle tombe gravement malade, elle est absente pendant des mois alors que son fils n'a que 2 ans et demi, et ça crée un vide affectif immense. Elle restera, paraît-il, émotionnellement distante après ça. Et ce témoignage d'un biographe, il est terrible. Quand on demande à Trump comment sa mère lui montrait son amour, il n'a rien à dire. Le silence. Pour la source qu'on analyse, c'est la preuve la plus criante de ce vide affectif, de cette béance laissée par le traumatisme de sa mère. Alors, ce chiffre 6, ça peut sembler abstrait, mais c'est un score sur une échelle qu'on appelle ACE, pour expérience négative de l'enfance. Et un score de 6C, c'est cliniquement très significatif. La source souligne même que des études corrèlent un score de 6 ou plus à une espérance de vie réduite de, tenez-vous bien, en moyenne 20 ans, à cause du stress chronique que ça engendre. Donc on a ces fondations posées par les parents. Et par-dessus, ce plan va être consolidé, il va être armé par 2 autres expériences marquantes. D'abord, la hiérarchie implacable de l'école militaire. Et ensuite, l'enseignement d'un avocat à la réputation sulfureuse. À 13 ans, son agressivité est telle qu'il est envoyé en école militaire. Mais là, paradoxalement, ce qui était un problème à la maison devient un atout. Il apprend à dominer, mais cette fois-ci dans un cadre, un système de cruauté prévisible. Le point clé de l'analyse, c'est que l'académie ne l'a pas corrigé. Au contraire, elle aurait donné une méthode, une structure à ses penchants naturels. Et puis, il y a la deuxième leçon, celle de son mentor, l'avocat Roy Cohn. Et là, c'est une véritable méthode de combat, un manuel en 3 étapes d'une simplicité redoutable. Étape 1, nier tout en bloc, peu importe l'épreuve. Étape 2, contre-attaquer, et pas à moitié, avec une force démesurée. Et enfin, étape 3, clamer la victoire. Quoi qu'il arrive, on a gagné. C'est un algorithme en fait qu'il aurait appliqué dès 1973 dans une affaire de discrimination. Bon, on a vu les fondations, on a vu le renforcement. Voyons maintenant comment ce plan, cette matrice, se manifeste concrètement. La source le décortique dans les affaires, dans les médias et bien sûr en politique. On est en 1987, sorti du livre The Art of the Deal. Et il y a cette phrase célèbre, j'appelle ça l'hyperbole véridique, une forme innocente d'exagération. Sauf que, selon la source, cette phrase a été inventée par celui qui a réellement écrit le livre, son prête-plume, et elle servirait en fait de justification, de vernis respectable à un schéma de tromperie permanent. Et des années plus tard, ce même prête-plume, Tony Schwartz, aura des mots bien plus durs. Il dira « Le titre que je donnerais au livre aujourd'hui, ce serait « Le sociopathe ». Ça recadre complètement le mythe, n'est-ce pas? Ce qui était vendu comme du génie des affaires serait en fait, selon lui, le comportement d'un sociopathe. Et puis il y a eu la télé-réalité, The Apprentice. C'est fascinant parce que les producteurs ont eux-mêmes expliqué avoir monté des milliers d'heures de rush pour créer un personnage de fiction, celui du magnat des affaires génial, charismatique, qui prend des décisions au quart de tour. Et ce personnage, façonné en salle de montage, des millions de gens ont cru qu'il était réel. C'est ce personnage qui lui a ouvert les portes de la politique. Mais le mythe du génie des affaires, il se heurte un peu à la réalité des chiffres. La source aligne les faits. On parle de 6 faillites de ces entreprises, d'un renflouement financier par son père qui dépasse les 413 millions de dollars, et de centaines de petits entrepreneurs, par exemple sur le chantier du Taj Mahal, qui n'ont tout simplement jamais été payés. Et derrière les chiffres, il y a des histoires humaines.
comme celle de la fille de cet entrepreneur qui dit « Il s'est hissé au sommet sur le dos des petites gens, et l'un d'eux, c'était mon père ». Ça illustre bien le coût de ces pratiques, où finalement, la faillite n'était qu'un outil de gestion stratégique parmi d'autres. Et tout ça nous amène à la conclusion, à la thèse centrale de l'analyse. L'idée, c'est que si ce plan psychique est vraiment fixe, et si les schémas qu'on vient de voir sont si constants à travers le temps, alors, logiquement, le comportement futur devient hautement prévisible. La question qui se pose alors est inévitable. Si le caractère est immuable, si la matrice ne change pas, que prédit ce schéma? Qu'est-ce qui se passe quand on applique ce plan, non pas à l'immobilier ou à la télé, mais à la plus haute fonction du pouvoir? Eh bien, les prédictions de la source sont assez directes. On retrouverait les mêmes schémas. Une administration où la loyauté prime sur l'expertise, l'utilisation des leviers de l'État pour des vengeances personnelles, l'affaiblissement des institutions et une incapacité à s'adapter à des crises nouvelles parce que le plan, lui, ne change pas, avec, selon l'auteur, potentiellement encore moins de garde-fous que la première fois. Et voilà l'argument central de toute cette analyse. On aurait un homme qui, par sa construction psychologique, ne peut pas changer, à la tête d'une nation et d'un monde qui, eux, ont désespérément besoin de s'adapter en permanence. L'analyse se termine sur cette idée assez vertigineuse que la collision entre ce plan psychologique, cette sorte de fantasme de contrôle total, et la réalité du monde est inévitable. La seule incertitude qui reste, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt quand et quelle sera l'ampleur des dégâts.